Donc, bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire intitulé Plan directeur d'optimisation, la performance industrielle par la maîtrise de vos ressources humaines et matérielles. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier le Technocampus Smart Factory et Solutions & Co en la personne de Jean-Guillaume Leroux qui a insufflé cette présentation, ce webinaire. Jean-Guillaume, est-ce que tu veux nous dire deux mots? Oui, alors bonjour à toutes et à tous. Juste quelques mots en préambule de ce webinaire pour vous expliquer ce qu'est le Technocampus Smart Factory. Donc, nous sommes une plateforme de recherche collaborative sur la réalité virtuelle et la réalité augmentée, gérée par Solutions & Co, l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire. Donc, c'est une plateforme que nous co-animons avec Clarté, qui est un centre de ressources technologiques dédié à la RA et la RV. Nous sommes basés à Montoire de Bretagne et nous offrons aux entreprises de toutes les filières des séances ultra immersives dans des salles dédiées. Donc, nous avons des équipements de pointe en matière de RA-RV, c'est-à-dire un cube immersif 3D, deux catwalks collaboratifs et des casques de RA-RV. Alors voilà, juste pour, si vous avez besoin de plus d'informations, vous aurez mes coordonnées, je suis à votre disposition. Juste pour conclure, les entreprises viennent chez nous pour utiliser nos technologies, dans l'optique d'éviter des maquettes physiques, d'anticiper les défauts de conception, d'optimiser les opérations de maintenance. Donc ça, c'est vraiment pour les activités de recherche et développement, et également pour former leurs collaborateurs à moindre coût ou encore pour réaliser des opérations d'avant-vente. Voilà, aujourd'hui, nous avons comme utilisateurs Airbus, STX, Simpa ou encore le port Nantes-Saint-Nazaire de Nantes-Saint-Nazaire. Voilà, en tout cas, merci d'être présent et puis je vous souhaite un agréable webinaire et je reste à votre disposition après ce webinaire si vous avez des questions. Merci. Merci à toi Jean-Guillaume. Alors la performance industrielle, c'est un sujet très vaste qu'on ne va pas pouvoir couvrir en 30 ou 40 minutes. Donc on va être obligé d'aborder en fait ce sujet sous deux de ces aspects qui vous permettront, on espère, d'appréhender un peu mieux la construction d'un plan directeur d'optimisation. Donc dans un premier temps, moi je vais aborder avec vous la maîtrise des ressources humaines dans le cadre d'un projet de transformation numérique. Et Nicolas Petro, qui est donc la vignette à côté de moi, abordera quant à lui la performance industrielle par la maîtrise des flux physiques. Donc l'objectif, c'est vraiment de vous outiller pour aborder plus sereinement des grands projets de transformation et d'optimisation. Avant de commencer, quelques consignes. Je pense que tout le monde l'a fait, mais essayez de laisser vos micros en mute pour éviter les retours de bruit de la maison. On est pour la plupart confinés, donc voilà, c'est plus sympa. Si vous souhaitez retrouver du débit, n'hésitez pas à couper votre caméra. Ça va fluidifier les flux. Alors, ce qu'on a prévu, donc vous avez bien compris qu'il y a deux parties au webinaire. Donc, on s'autorisera des questions à la fin des deux parties. Donc, vous pourrez les poser notamment dans le chat qui se trouve à la droite de l'écran si vous l'avez ouvert. Voilà. Et enfin, vous rappelez que la présentation est enregistrée pour pouvoir la retrouver ultérieurement. Je vais me présenter très rapidement. Donc, Cédric Hénard, donc je suis expert ERP et transformation digitale chez WeNetwork. Ça fait 15 ans que j'accompagne des entreprises et des PME dans la région Pays de la Loire sur les sujets de transformation numérique, donc principalement des sujets ERP, des sujets CRM, des PME surtout industrielles, c'est-à-dire qui font également de la gestion de production. En 15 ans, j'ai accompagné peut-être une centaine d'entreprises sur des choix d'outils, des cahiers des charges, donc en région Pays de la Loire et en région Bretagne. Donc, comme je vous ai dit, je suis accompagné de Nicolas, à qui je vais laisser la parole. Bonjour à vous tous. Donc, Nicolas Petro, je suis expert en optimisation industrielle chez WeNetwork depuis 9 ans. J'ai accompagné une soixantaine d'entreprises en région Pays de la Loire et Bretagne, surtout leurs projets d'optimisation de la performance et de transformation vers l'industrie du futur. Nicolas.
Alors, abordons le premier sujet de la transformation numérique. Donc, je vous ai mis en sous-titre, c'est loin d'être une sinécure. J'ai parlé beaucoup de projets ERP qui jouent un rôle fondamental dans les projets de transformation et quand on cherche la performance dans son entreprise. Mais après, tout ce que je vais dire s'applique à tout projet de transformation numérique, que ce soit CRM, WMS. Le constat aujourd'hui, c'est que dans 5% des cas, ces projets-là ne fonctionnent pas toujours. Il y a des échecs de projets et la principale cause en est souvent les ressources humaines. Donc, vous avez, je vous ai listé quelques causes. Le chef de projet qui n'arrive pas à se rendre assez disponible pour assumer sa tâche de chef de projet ERP, par exemple. Il y a des décisions qui ne sont pas prises par la direction qui ralentissent les plannings projets. Vous avez un chef de projet qui est tout seul à porter le projet, qui n'est pas assisté, qui n'a pas d'équipe projet autour de lui et qui, malheureusement, comme tout humain, ne peut pas tout faire tout seul. On est confronté aussi à des résistances au changement de la part d'utilisateurs. Pas seulement, ça arrive aussi des fois de la direction, où vous avez aussi des cas de processus mal définis. Donc clairement, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder le cas concret des ressources humaines pour vous outiller vous préparer à aborder des projets de transformation importants. Donc, un petit focus sur les hommes et les femmes qui vont construire en fait cette équipe projet. La première règle, c'est bien sûr de construire cette équipe en phase pré-implantatoire. On n'attend pas d'avoir choisi l'outil ou d'avoir commencé à déployer son ERP pour dire qui fait quoi. C'est bien en amont que tout ça se passe. Même si vous avez acheté la plus belle Rolls-Royce des ERP, à un moment donné, il va falloir un chauffeur, il va falloir des mécanos, il va falloir des spécialistes pour la faire tourner. Donc, on va retrouver notamment le chef de projet, le directeur de projet, le ou les key users et le référent technique. Donc, je vais vous détailler un petit peu les attentes de ces différents profils et quels sont leurs rôles. Alors, le chef de projet, est-ce que c'est un expert des ERP? Pas forcément. À mon sens, le chef de projet est avant tout un communicant. C'est quelqu'un qui a une vision transversale de tous les processus, qui a une expérience dans la gestion des projets, mais qui a aussi une expérience dans l'entreprise. Il n'est pas concevable qu'un chef de projet arrive juste sur le tas sans connaissance préalable des processus de l'entreprise et sans connaissance du métier. Un des points importants, je ne sais pas si vous voyez ma souris, ce que j'ai appelé l'autorité, c'est que la direction doit lui avoir confié la possibilité de prendre des décisions et d'acter des décisions. J'ai vu beaucoup de projets en fait se bloquer parce que le chef de projet avait des bonnes idées, mais il n'avait pas autorité pour les faire appliquer derrière. Donc, si vous devez retenir qu'une chose, c'est que la gestion de projet doit être prévue dans la charge de travail du chef de projet. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait en plus de son travail, quand on travaille déjà 8 ou 10 heures par jour. On ne fait pas chef de projet ERP en plus de ça. Donc, il est important que cette charge soit prévue et qu'on décharge le chef de projet. Dans les gros projets, le chef de projet dispose aussi d'un backup, c'est-à-dire qu'ils sont deux à avoir les mêmes connaissances pour pouvoir se remplacer, notamment par exemple lors des congés. Alors, des profils qu'on retrouve habituellement à ce poste, on va retrouver par exemple le responsable qualité, qui a une vision vraiment transversale sur tous les processus, ou le responsable informatique également, qui connaît bien, quand il y en a un évidemment, et puis le responsable des fois administratif et financier, qui également a cette vision transversale. Le directeur de projet, donc très souvent c'est le chef d'entreprise. Donc là je l'ai mis, on va dire que c'est plutôt le passager, c'est lui qui va dire un petit peu où est-ce qu'on va. Ce n'est pas lui qui conduit, hein, vous avez bien compris la métaphore. Il est là pour trancher sur deux niveaux de questions. À un moment donné, vous allez avoir dans le projet des questions d'ordre organisationnel. Vous allez avoir peut-être des concurrences entre les services sur des choix d'implémentation à faire. Donc, il est important à ce moment-là que la direction soit là pour dire on va à tel endroit et on prend telle décision. Sur des questions techniques, il va être aussi important parce qu'aujourd'hui, il y a des questions stratégiques qui sont afférentes à la technique. Par exemple, est-ce qu'on héberge les données dans le cloud? Est-ce qu'on les héberge en local?
c'est le directeur de projet qui doit prendre ces décisions. Il est porteur d'optimisme, évidemment. Ça va être j'ai envie de dire un évangéliste. Hein. Donc, si lui n'est pas convaincu par le projet, et j'ai vu des fois des projets comme ça, hein, si lui-même n'est pas convaincu, il y a très peu de chances que le projet avance bien, voire avance tout court. Il est là constamment pour guider son chef de projet par rapport à sa stratégie et à sa vision d'entreprise. Et sa tâche principale, que je rappelle en bas à côté du picto, c'est vraiment de libérer du temps au chef de projet et à l'équipe projet. Je vous montrerai un peu tout à l'heure quels sont ces ordres de grandeur de temps à libérer. Et le dernier point, voilà, ne pas hésiter à faire bouger les lignes. Est-ce que c'est mon entreprise qui change pour coller aux outils qu'on met en place, ou est-ce que ce sont aux outils de s'adapter à mon organisation d'entreprise? Quand on est une PME, j'ai envie de dire presque malheureusement, il va falloir s'adapter à des standards industriels, en majorité des cas. Quand on est une plus grosse entreprise, j'ai vu qu'il y avait des gens de la Croix par exemple, on peut faire bouger les lignes côté éditeur. Mais quand on est un petit, c'est très compliqué de faire bouger les lignes des éditeurs qui développent du standard. Donc, il va falloir peut-être bouger les lignes à l'intérieur de l'entreprise, notamment les processus. Alors, on a toute une équipe autour. Le chef de projet n'est jamais seul. On appelle ça en anglais les key users, les utilisateurs clés. Donc, j'aime bien cette image du pit stop. Vous avez le spécialiste des pneus, le spécialiste du super, le spécialiste je sais pas, des volants, etc. Donc, en fait, les key users, c'est qui? Ce sont des responsables de service ou du moins des personnes qui représentent un service. Ils sont sous la responsabilité du chef de projet, mais ils sont une interface avec les collaborateurs qu'ils représentent. Donc, ils sont capables de parler au nom d'un service entier. Eux-mêmes sont des convaincus par le projet. Eux-mêmes font partie des évangélistes et ils sont là pour apporter la bonne parole dans leurs équipes. Je répète encore une fois, ces personnes-là sont détachées de leur quotidien. On ne peut pas continuer à faire à 100% son métier de commercial, plus être le référent commerce. Voilà. Et ils doivent aussi, évidemment, pouvoir engager et prendre des décisions pour leur service. Le quatrième et dernier profil concerne donc le référent technique. Alors, le référent technique peut avoir plusieurs formes parce que toutes les entreprises, toutes les PME n'ont pas d'informaticien en interne. Mais si vous n'avez pas d'informaticien en interne, vous devez au moins avoir un référent informatique qui est en lien avec votre ou vos prestataires. Donc, on a besoin de quelqu'un puisqu'il y a aujourd'hui des choix importants à faire, notamment d'infrastructure. Est-ce qu'il faut faire évoluer les serveurs en interne? Est-ce qu'ils vont supporter les nouveaux logiciels qu'on veut installer? Idem pour les postes clients. Si on décide d'héberger, il va falloir relire le contrat d'hébergement, trouver un prestataire, etc. Donc, ce référent technique est responsable des investissements matériels qui vont être faits, mais il est aussi responsable des niveaux de service qui sont attendus dans le cadre du projet. Alors, les niveaux de service derrière, j'entends les services de sécurité, de continuité, de gestion de la capacité. Donc, il va être responsable du processus de sauvegarde, du processus d'évolution du parc, etc., etc. Donc, soit c'est l'informaticien de la PME, soit c'est le référent informatique qui, après, escalade au niveau des prestataires. De quelle charge de travail on parle? Puisque je vous dis depuis tout à l'heure qu'il faut leur réserver du temps pour gérer ces projets de transformation. C'est difficile de mettre un chiffre à l'identique pour toutes les entreprises, pour tous les projets. Donc, j'ai utilisé des fourchettes assez larges. Le chef de projet, on va dire que lui, sa charge va être en moyenne de 50 à 100% de son temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moitié de son temps, à minima, ça va être réservé à ce projet de transformation. Donc, il va falloir le décharger de ces 50% sur quelqu'un d'autre ou sur plusieurs personnes. La charge n'est pas lissée dans le temps. C'est-à-dire que si votre projet dure 9 mois ou 1 an, ce n'est pas 50%, pas 2 jours et demi par semaine. Il y aura des pics à 100% et il y aura des moments plus calmes.
Donc, ce que je conseille, dès lors où les PME sont, on va dire, peut-être plus de 100 salariés, 100, 150 salariés, il va falloir commencer à prévoir 2 chefs de projet à ce stade. L'un en backup de l'autre, ce qui permet quand même de se relayer et que chacun puisse avancer avec les services sur des sujets en parallèle. Concernant l'équipe projet, les key users, pareil, très difficile. Alors, ils sont un petit peu moins phagocytés par le projet. J'estime entre 20 et 60% de leur charge globale sur la durée du projet. Et comment prédire en fait cet effort global? Il y a une formule très simple que je vous ai mise en bas de l'écran. Moi, je me sers très souvent en fait, du nombre de jours que les prestataires vous ont vendus. Donc, admettons que le prestataire choisi vous vende 40 jours de prestation. C'est ce que j'ai inscrit ici. Il va falloir donc pour une journée prestataire préparer sa venue, c'est-à-dire qu'il va falloir en amont commencer à réfléchir à l'organisation, par exemple, des données, la structuration des données. Il va falloir le recevoir la journée où il sera là et répondre à ses questions en direct. Et puis quand il part, généralement, il laisse des devoirs avec des choses à finir, avec des données à reprendre. Donc, pour un jour prestataire, c'est 3 jours internes. Donc, tout cet effort cumulé, par exemple sur 40 jours prestataires, on arrive donc à 120 jours hommes côté de la PME. Ces 120 jours hommes seront répartis entre chef de projet, key user, etc. Ce n'est pas la charge juste du chef de projet, c'est la charge globale. Avec ça, vous êtes capable de définir un petit peu les ressources dont vous allez avoir besoin. Quelques informations pour se décharger du quotidien, puisque c'est le sujet. Alors, il y a des entreprises qui disent bah voilà, je vais recruter un chef de projet externe, temporaire le temps du projet, le temps des 1 an, des 12 mois ou des 9 mois du projet. Bon, c'est compliqué à mon sens, ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisqu'il n'aura pas la connaissance métier et les processus internes. Pour moi, si vous voulez vraiment recruter quelqu'un, le mieux, c'est de le recruter un petit peu avant le projet ERP, c'est-à-dire peut-être 6 mois avant, pour qu'il se familiarise avec la stratégie de l'entreprise, avec le métier et les processus de l'entreprise. Il y a une piste qui est très utilisée en ce moment, c'est la piste des alternants, donc des jeunes qui viennent dans les entreprises pour des fois plusieurs années, pour 3 ans, avec une embauche possible à la clé. Alors, ce n'est pas forcément dans l'idée de les faire devenir chefs de projet. Ils peuvent assister le chef de projet s'ils ont cette formation-là. Mais en tout cas, on peut imaginer aussi qu'ils viennent en fait décharger le chef de projet sur son métier habituel. Donc, typiquement, j'avais un cas en tête, une entreprise où c'est le responsable informatique qui est devenu chef de projet de transformation ERP. Eh bien, un alternant est venu prendre son poste sur la charge informatique et l'assistance aux utilisateurs, par exemple, et la gestion du parc informatique. Donc ça, c'est complètement envisageable. Enfin, il est toujours possible de faire appel à de l'AMOA externe. Ça ne remplacera jamais, bien sûr, les personnes qui sont dans l'entreprise tous les jours et qui gèrent le projet au quotidien. Par contre, ça peut aider à cadrer le projet si vous êtes une entreprise voilà, qui commence à grossir, qui a d'autres préoccupations dans son développement. Éviter les dérives financières, budgétaires en tout cas, et puis les dérives de planning. Voilà, un AMOA externe peut être intéressant. Ce qu'il faut retenir, c'est que mener de front son quotidien plus la gestion d'un projet ERP, c'est une grande utopie. Je vais un peu vite. Alors, à quel moment, je vous ai résumé ici les facteurs clés de succès, hein, c'est à quel moment on va retrouver en fait toute l'équipe projet. Il va bien évidemment falloir impliquer tous les profils que j'ai cités pour que ça marche. Donc ici, vous avez on va dire 5 grands processus, 5 grandes étapes en tout cas, où vous allez retrouver cette équipe projet au complet. Donc, je vous ai dit, dès les phases pré-implantatoires, dans le choix de l'ERP et le choix du prestataire. En formation, évidemment, les key users vont avoir un rôle très important dans les formations puisqu'ils seront après référents au niveau de leur service. Donc, il va falloir qu'ils aient complètement assimilé les notions apprises. Lors de la récupération des données, donc toute l'équipe doit être au complet, évidemment. C'est un gros travail. On dit généralement que la récupération des données, c'est 50% du projet.
de la charge. Le démarrage, donc le kick-off, tout le monde est sur le pont, toute l'équipe projet, les key users, le directeur de projet, tout le monde est là. Le prestataire est là pour réagir très rapidement et faire des modifications de processus en direct. Et enfin, quand tout roule, le processus support et escalade. Donc, on n'est plus sur un régime à 50 ou 60%, c'est beaucoup plus faible. Mais voilà, un utilisateur a un problème, il connaît le processus d'escalade, il interroge d'abord le référent de son service, qui, s'il ne sait pas, interroge le chef de projet, qui escaladera éventuellement à l'éditeur ou à l'intégrateur s'il y a un souci. Donc voilà pour la partie transformation, projet de transformation numérique. Merci de votre écoute. Donc, comme dit tout à l'heure, je répondrai aux questions donc, à la fin de la présentation. Et donc, je laisse maintenant la place à Nicolas Petro qui va vous parler de la performance dans l'atelier. Donc, on est plus sur les flux physiques maintenant. À toi, Nicolas. Merci, Cédric. Alors, je vais cette présentation sur le plan directeur d'optimisation de la performance, je vais la faire sur deux axes. Un premier axe un petit peu théorique, mais pour qu'on parle le même langage et qu'on comprenne bien les enjeux et comment ça se construit. Et puis, après, je vais revenir avec des cas pratiques sur différents projets qui ont été menés où on s'est servi de plan directeur d'optimisation. Alors, qu'est-ce que la performance déjà? La performance, elle est définie souvent par la non-performance en fait. C'est vraiment le facteur limitant. C'est comme sur l'isolation. La meilleure isolation du monde, si vous avez une fuite à un endroit, c'est elle qui va vous définir votre isolation globale. Donc c'est comme ça qu'on va définir la performance. C'est par son contraire. C'est un peu comme le TRS. Un bon TRS, c'est celui qui a le minimum de non-TRS. Et on va chercher à creuser le non-TRS pour l'améliorer. Après, c'est qui définit la performance? La performance d'une entreprise, elle peut être définie par plein de personnes. Elle peut être définie par les actionnaires, les clients, les employés, les fournisseurs ou autres. Et suivant la personne interrogée, la performance, elle n'est pas la même. Pour un actionnaire, la performance qui va l'intéresser, c'est le ROI, c'est le bilan financier. Si vous regardez du côté du client, c'est la confiance en l'entreprise, c'est la compétitivité prix, c'est la fidélisation. Pour les employés, c'est la culture d'entreprise, le plan de carrière, best place to work. Voilà. En fait, pour chaque personne ou groupe de personnes, la performance est différente. La performance globale d'une entreprise, c'est la somme de toutes ses performances. Alors après, pour la définir, on a une petite formule qui dit que en fait, la performance, c'est un mix entre une approche technique, une approche managériale et le progrès continu. Alors, l'approche technique, on va retrouver plein de choses dedans, des boîtes à outils techniques, par exemple celle du Lean, des approches de gestion de projets structurés telles que le DMIC, des théories, des contraintes, d'analyse de valeur. L'approche managériale, c'est une équipe performante, comme vous l'avez présenté Cédric juste avant sur un projet ERP. C'est de l'animation, c'est de l'innovation projet. Et sur le progrès continu, c'est l'ambition de l'entreprise, c'est I have a dream, c'est passage de la stratégie aux opérations, c'est la conduite du changement, c'est le pilotage de l'exécution. Après, comment est-ce qu'on la mesure, cette performance? Elle peut être mesurée de plein de façons différentes. Les premières choses, c'est qu'il faut savoir quels sont les besoins qui sont critiques à la qualité. Qu'est-ce qui devrait être et qu'est-ce qu'il est? Les écarts, en fait. Les gaps. Tout ce qui est processus hors de contrôle. Le coût de la non-qualité. L'identification des temps apportant de la valeur. Voilà, en fait, c'est tout un tas de facteurs qui vont vous permettre de mesurer votre performance. Après, pour la mesure de la performance, il y a la notion des temps qui est importante. Il y a les temps à valeur ajoutée que vous pouvez voir en vert sur votre écran. Les temps à non-valeur ajoutée, c'est vraiment ce pourquoi le client n'est pas prêt à payer. Et les temps à non-valeur ajoutée nécessaires à l'entreprise, donc NVAE, ça, c'est des temps, le client n'est pas prêt à payer. Par contre, si vous le faites pas, il ne sera pas satisfait. Concrètement, quand vous achetez une voiture, vous n'achetez pas un volant, vous ne le choisissez pas.
Par contre, si on vous livre la voiture sans le volant, vous n'allez vraiment pas être satisfait et ça ne va pas répondre à vos attentes, alors que ce n'est pas un critère de choix. Après, il y a les notions de temps qui sont importantes. Et pour que tout le monde parle le même langage dans l'équipe projet, il faut que tout le monde comprenne bien ces notions de temps. Il y a le temps de cycle, qui est l'intervalle de temps pour réaliser une opération. Il y a le lead time, qui est le délai d'exécution totale du processus. C'est ce qu'on appelle aussi le temps de traversée de la chaîne de valeur, entre la prise de commande et la livraison, si on prend le lead time global de l'entreprise. Et puis le takt time. Alors ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. C'est le temps nécessaire pour accomplir un processus selon la demande du client. Un client qui vous dit j'ai besoin de 8 produits tous les jours, votre takt time, vu que vous avez un temps d'ouverture de l'entreprise qui est de 8 heures, c'est 1 heure. Par contre, votre processus peut avoir un temps de cycle qui n'est que d'1 heure. Donc, si vous avez 1 heure dans les deux cas, vous êtes full charge. Si votre temps de cycle, c'est 10 minutes, vous avez encore de la capacité de production pour passer d'autres projets. Après, il y a les notions de temps. Alors, les notions de temps, c'est très vaste. On a le temps total qui est 7 jours sur 7, 24/24. Et petit à petit, quand on décrémente tout ce qui est à réplanifier, à réidentifier, l'entreprise est fermée, les congés et autres, on va arriver, les pannes. On va arriver sur le temps utile. C'est vraiment le temps qui apporte de la valeur au client, ce pourquoi il est prêt à payer. Ce qui va nous permettre derrière de calculer la performance, si on veut vraiment faire un outil mathématique, qui est le temps utile, donc le temps à valeur ajoutée, divisé par le temps total du processus. Souvent, dans un projet d'optimisation de la performance, les entreprises, elles arrivent avec une idée de ce qu'elles veulent faire, sans pour autant toujours se poser la bonne question. Souvent, elles arrivent avec le comment. Je veux mettre un robot, je voudrais mettre une techno de géolocalisation, mais quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que votre client attend? Client interne, client externe. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut prioriser sur les amont de projet. C'est qu'il faut penser quoi avant de penser au comment. Le comment viendra beaucoup plus tard. Alors là, je vais vous présenter un premier exemple d'entreprise qui vraiment montre ce cas de figure. C'est une entreprise qui est venue nous voir et qui nous a dit moi, je veux géolocaliser tous mes matériels, toutes mes matières premières en entreprise, mes sous-produits, parce que je perds beaucoup de temps à les rechercher. Donc, on a dit pas de problème, on va venir vous voir, on va regarder ça avec vous. Donc, en amont de projet, on allait les voir, on a regardé leur processus. On leur a dit non, mais vous avez un autre problème. En fait, ce n'est pas un problème de géolocalisation, c'est un problème d'organisation. Donc, on a bâti avec eux un plan directeur assez simple pour optimiser leur performance et réduire ces problématiques-là. Donc, sur ce plan directeur, il y avait de l'organisation des flux, des postes, l'aménagement d'ateliers, on va dire. Il y avait de la mise en place d'actions type 5S pour rendre visible. Il y avait de la formation à l'amélioration de la performance aussi pour qu'ils puissent continuer à s'améliorer. Et puis après, il y avait toute la mise en œuvre de cette réorganisation et la gestion de la réorganisation. Donc là, vous pouvez voir à l'écran, c'était un peu leur flux avant, qui était pas mal, mais on avait quelques retours arrière et beaucoup d'opérations et un atelier qui était quand même très chargé. Donc dans ce projet-là, en plus, pour faciliter un petit peu, on a complexifié un petit peu la donne en rajoutant de nouvelles machines qui étaient assez imposantes pour aussi gagner en performance au niveau du débit. Donc c'est une entreprise qui fabrique des pièces mécano-soudées peintes. Donc là, vous pouvez voir maintenant le flux après réorganisation. Donc, on a gagné de l'espace dans l'atelier sans pour autant supprimer du matériel, des machines. On a simplifié le flux, on n'a plus du tout de retour arrière. Mais quels ont été vraiment les gains pour cette entreprise? On avait, à la fin du déménagement, on a redémarré à la date qui était prévue.
On a supprimé le gaspillage des compétences. Alors, qu'est-ce que j'entends par gaspillage des compétences? C'est que les soudeurs qui étaient positionnés sur les blocs orange, marron, pardon, si vous voyez à l'écran, allaient chercher la matière qu'ils avaient besoin, aller chercher leur gabarit et puis évacuer leurs produits finis ou semi-finis. Un soudeur, c'est une compétence rare, c'est difficile à trouver. Donc maintenant, ils ne font que leur métier de soudeur, là où ils ont de la compétence, de la performance. Et il y a un logisticien interne qui a été intégré à l'entreprise pour faire tous ces appros de ligne et ces évacuations de ligne. Ça a permis de faire baisser le lead time, donc le temps de traversée du produit au sein de l'atelier. Ça a permis aussi de déplacer le goulet, donc le poste le plus contraint de l'entreprise, de la soudure vers la peinture. Mais surtout, pour l'entreprise, ça a permis d'avoir un gain de productivité de plus de 30% en 6 mois. Après, il y a plein d'autres petits gains qu'on pourrait évoquer. On a le nombre de gabarits de soudure qui a été réduit par 3, tout un tas de petites choses liées aux actions telles que le 5S. Donc voilà, ça c'est un projet d'optimisation de la performance qui a été mené sur un délai assez court parce que ça a été fait en moins de 8 mois pour un gain assez fort avec un investissement globalement faible puisqu'il n'y a pas d'achat technologique hormis une nouvelle machine mais qui ne participe pas en tant que tel au gain de productivité. Après, quand on veut mener un projet global de performance, donc avec un plan directeur, et qu'on ne se concentre pas juste sur une problématique flux, il y a un processus à mener qui démarre par un audit de toute la chaîne de valeur de l'entreprise, avec de la prise de mesure, du recueil des voix. On va analyser la performance, donc on va faire de l'analyse de la chaîne de valeur. On va rechercher seulement à partir de cette analyse des solutions potentielles. Il y a des méthodes telles que le PDCA, si on reste sur des outils assez simples. On va définir la performance potentielle de gain qu'on va avoir avec nos solutions. Et seulement ensuite, on va définir un plan d'action et on va pouvoir le mener, le suivre et vérifier l'alignement. Je parle bien de vérifier l'alignement, parce que sur des projets assez courts, le retour, on peut l'avoir vite et on prend peu de risques. Sur des projets longs, par exemple de transformation vers l'industrie du futur, qui peuvent prendre plusieurs années, faut faire des points d'étape tous les 6 mois, tous les 1 an, pour vérifier l'alignement avec les objectifs et voir si les technos qu'on avait définis au début, en fait, il n'y a pas mieux ou peut-être différent parce que le business de l'entreprise a évolué, il y a des nouveaux produits, des nouveaux clients. Donc, toujours bien faire attention à ça. Donc là, je vais rentrer je vais vous présenter une démarche globale qui a été menée avec une entreprise de la région, donc qui est un fabricant de produits vendus en grande surface de bricolage. C'est le leader français dans son domaine. C'est une entreprise qui fait un petit peu plus de 200 personnes pour un CA supérieur à 40 millions d'euros. Et lui, sa contrainte, il l'a fait aller travailler sur ce plan d'optimisation de la performance, c'était qu'il avait une croissance de 10% par an, aussi bien en production qu'en logistique, et que cette croissance, il avait du mal à l'assumer. Alors, c'est sûr, il aurait pu embaucher à tour de bras et puis investir dans des machines. C'était pas l'objectif. L'objectif, c'était de pouvoir rester une entreprise familiale, une grosse entreprise familiale, tout en assumant cette croissance sans pour autant mettre de la pression. Donc, la première étape, ça a été l'audit de toute la chaîne de valeur. Et pour faire cet audit, on est parti sur un principe simple. Alors, c'est un principe du Lean, même si ce n'est pas cette méthodologie-là qui a été appliquée derrière. On appelle le Sengen Shugi. Donc, c'est vraiment un audit, ça se fait dans un lieu réel, sur des produits réels, avec des données réelles. Il faut être sur le terrain, il faut aller prendre l'information et pas attendre qu'on nous apporte l'information. Ça permet de valider les données, d'être sûr de ce qu'on a. Un audit, ça ne se fait pas derrière un bureau, ça se fait vraiment en atelier avec les opérateurs. C'est eux qui ont la meilleure connaissance des problématiques
des produits, des processus. En faisant cet audit, on s'est rendu compte de pas mal de choses. La logistique, elle était saturée. Il n'y avait plus assez de place de stockage. Des processus qui étaient peu performants, des temps de recherche, des temps d'attente. Une forte saisonnalité, puisque 90% des expéditions sont réparties sur 4 mois. Une perte de performance de la production de plus de 30%. Il y a des déplacements, de la saisie d'OF, à tout un tas d'opérations. Des flux qui sont perfectibles en production et un coût de la non-qualité interne qui est supérieur à 10%. Donc après, pour dérouler ce projet, on a fait, comme je vous disais tout à l'heure, une analyse de la performance, de la recherche de solutions, de la définition de projets potentiels, et puis on a travaillé sur un plan d'action à 3 ans. Et tout ça s'est intégré vraiment dans ce plan directeur et qui a permis de partager la vision avec les collaborateurs. Et je parle bien de collaborateurs au sens large, c'est vraiment toute l'entreprise. C'est un projet d'entreprise, de transformation aussi des processus, donc il faut vraiment que tout le monde soit impliqué et tout le monde partage l'objectif et la vision. Donc, dans cette étape-là, il a fallu prioriser les actions. Pour prioriser les actions, on peut utiliser ce qu'on appelle une matrice d'impact faisabilité, où vous allez pouvoir classer les projets suivant qu'ils soient facilement faisables ou difficilement faisables. Et pareil, au niveau de l'efficacité, est-ce qu'on a un gain faible ou un gain fort? Souvent, et c'est vraiment un conseil que je donne, on va prioriser ce qu'on appelle les quick wins. Donc, c'est des projets qui vont amener beaucoup de gains dans un faible temps, avec un faible effort. Et puis, les projets qui ont peu de gains, mais qui demandent beaucoup d'efforts, cela va vraiment falloir se poser la question s'ils sont nécessaires. Donc, dans le cas du projet global, il a été retenu comme sujet la réorganisation de la logistique et la mise en place d'un logiciel WMS, donc qui sert à optimiser la gestion des entrepôts, la construction d'un bâtiment logistique associé, la mise en place d'une démarche qualité performante, l'optimisation des flux, la suppression du gaspillage des compétences, et puis un projet beaucoup plus long terme, c'est le remplacement de l'ERP. Après, il y a tout un tas d'autres petits projets très rapides qui peuvent être gérés dans la journée, qui ont été menés. Donc, il y a un projet WMS. Ce projet-là, il a été fait sur le terrain avec les équipes, pour commencer. Donc, on a vraiment travaillé sur les processus, sur comment est-ce qu'on travaille aujourd'hui, comment est-ce qu'on veut travailler demain, quels sont les besoins de nos clients, les besoins de nos fournisseurs par rapport à ces processus-là, ce qui nous a permis de rédiger un cahier des charges de ce qu'on voulait faire, de faire des pilotes aussi pour valider que ce qu'on voulait faire était en corrélation par rapport aux attentes. Donc, quand je parle d'un pilote, c'est on se met dans la condition future, peut-être pas avec tous les outils. Par exemple, dans ce cas-là, il n'y avait pas de préparateur de commande portée, il n'y avait pas de douchette pour le scan, on était encore sur du papier. Mais on a simulé l'organisation de la logistique future et on s'est rendu compte sur un pilote qui a duré 2 heures qu'on arrivait à passer en logistique au minimum 30% de plus de colis. Donc, le gain attendu de performance avec la nouvelle organisation logistique et la WMS, il y a un gain de 40%. Après, il y a un projet de nouveau bâtiment. Le projet de nouveau bâtiment, on a du terrain, on va implanter un bâtiment dessus et puis on verra comment on s'organise après. Si vous faites ça, il y a un moment où vous allez avoir un problème. Soit le bâtiment va être trop petit, soit il va être trop long, trop large, les alimentations ne vont pas être au bon endroit. Faut vraiment repartir du besoin. On n'est pas sur le comment, on est sur le quoi. Qu'est-ce que j'ai organisé? C'est vraiment de cette manière-là qu'on a travaillé avec l'entreprise. On a organisé les flux. Après, on a mis une coque autour et on est allé voir l'architecte en disant voilà, ça c'est notre cahier des charges. Voilà comment on souhaiterait que le bâtiment
soit réalisé. Et après, ça a été du travail collaboratif avec l'architecte pour avoir un bâtiment optimisé, aussi bien en termes d'enveloppe et énergétique qu'en termes de flux. Le gain pour l'entreprise, c'est vraiment une juste définition des besoins de surface et aussi une prévision des besoins d'agrandissement futurs pour qu'ils puissent s'intégrer dans une cohérence en termes de flux logistiques et dans ce cas-là, mais ça pourrait être aussi des flux de production. Après, le dernier projet que je vais vous présenter au sein de celui-là, c'est le projet d'une démarche qualité performante. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme dans l'entreprise. C'est chaque opérateur doit maîtriser ses processus et être garant de la qualité du produit qu'il livre. Rien qu'en faisant ce travail-là, l'entreprise elle a gagné 10% de productivité. Elle a baissé ses coûts de production, réduit ses déchets, amélioré l'ambiance de travail aussi, puisque la personne qui recevait des produits défectueux était insatisfaite et ne pouvait pas réaliser ses actions derrière. Donc, ça contribue aussi à l'ambiance de travail. Donc, pour ce faire, vraiment un changement de paradigme dans l'entreprise, la mise en place de traçabilité, de la gestion des actions correctives immédiates, l'éradication des causes premières de défaillance. C'est vraiment aller chercher le pourquoi de la non-qualité. Et puis, après, c'est de la mise en place d'indicateurs visuels, c'est des choses comme ça. Donc ça, c'est tout un tas de petits projets, enfin petits ou gros projets, qui, mis bout à bout, permettent à l'entreprise Pardon, excusez-moi. En fait, ça a permis à l'entreprise vraiment de pouvoir continuer à croître avec sa performance de 10%. Donc maintenant, ils ont encore 2 ans de projet devant eux pour arriver au bout de la démarche. Et il est très vraisemblable que, suite aux événements actuels, on soit obligé de réaligner les planètes en sortie de projet, en sortie de confinement. Voilà. Ben, je vous remercie beaucoup. Ce que je vous propose, c'est que maintenant, on va passer à un temps de questions-réponses. Et à tout de suite. Cédric, je te laisse la main pour la première question qui a été posée. Oui. Alors, partie 1, facteur humain au sein du projet de transformation numérique. Votre avis, force et faiblesse. Alors, le facteur humain, c'est vrai qu'on pourrait faire un webinaire entier sur le facteur humain, sur les risques. Ce n'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Le facteur humain, pour moi, il intervient à 2 niveaux. C'est-à-dire qu'on a parlé du facteur humain, un petit chef de projet, équipe projet, où j'ai précisé qu'il fallait mieux avoir des gens convaincus, des communicants plutôt que des experts informatiques, transformation, etc. Donc ça, c'est une chose. Par contre, si la question concerne davantage le facteur humain côté utilisateur, c'est-à-dire que les gens, on va leur amener un nouvel outil, de nouvelles façons de travailler. Et là, en effet, c'est quelque chose de complexe et c'est pour moi le premier risque, le facteur humain. On parle de résistance au changement, mais il n'y a pas que ce facteur-là. Vous dire qu'il est très facile de tout anticiper, ça serait faux. On en voit certains. Je me rappelle d'un projet où, lors de l'audit initial, j'ai dit au chef d'entreprise, telle personne va avoir beaucoup de mal à changer de paradigme, à changer de logiciel. Il était d'accord, il l'avait aussi pressenti. Donc, il y a des fois, on le sent, mais des fois, on ne le sent pas et on se prend des grosses claques dans la tête. Je pense notamment à un projet où on avait une responsable administrative et financier qui était à 2 ans de la retraite et qui était, avant l'adoption d'un ERP, elle était l'ERP de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle connaissait tous les dossiers, elle connaissait tous les clients, elle savait qui avait fait quoi, quel produit, etc. Donc, tout le monde venait la voir pour avoir de l'information. C'était la base de données de l'entreprise. Dès lors où un ERP a été installé, elle a eu du mal à prendre l'outil en main. Mais au-delà de ça, ce sont donc des personnels plus jeunes qui ont eu plus de facilité à faire le changement, qui sont devenus finalement les personnes vers qui on se tournait parce qu'ils connaissaient bien l'outil.
Et il y a des personnes qui se sont trouvées un peu sur la touche, et là, des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées. Alors, ça se rattrape après coup, c'est très compliqué. C'est sûr que quand on peut prévoir, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer. Mais encore, on fait aussi des erreurs, même quand on le sait. Quand je vous parlais tout à l'heure de la personne où on pressentait avant qu'il allait avoir un souci, le chef d'entreprise a pris une action derrière. Il n'est pas resté sans rien faire. Donc, il a décidé de déporter une partie de la formation, du budget formation, davantage sur cette personne, qui était un key user en plus, au détriment des autres. Parce que les autres, a priori, ne présentaient pas les symptômes de la résistance au changement. Après coup, je dirais 1 an après, en fait, il regrette. Il regrette parce que faire ça à budget constant, en fait, ça a été plutôt mauvais pour les autres. Donc, si ça vous arrive, il va falloir sortir des budgets supplémentaires pour rallonger, notamment en formation. On pourrait faire, comme je vous ai dit, tout un webinaire là-dessus. Il y a, au niveau psychologique, il y a toute une chaîne de passages entre le j'y crois pas, le ça marchera jamais, le c'était mieux avant. Comment est-ce qu'on arrive à emmener les gens jusqu'à bon, bah, finalement, c'est pas si mal, et puis qu'ils soient moteurs et qu'ils aient complètement pris en main l'outil. Voilà, il y a une échelle en fait de 6 à 7 étapes qu'on pourrait discuter dans un autre webinaire si ça vous intéresse. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions ou si vous voulez des compléments, n'hésitez pas à écrire sur le chat. Si vous ne trouvez pas le chat, vous pouvez éventuellement activer votre micro. Si vous ne parlez pas tous en même temps, c'est faisable. Si Jean-Guillaume veut redire un petit mot, il est le bienvenu également. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, à ce moment-là, juste pour signaler que nous, de notre côté, si les sujets de la transformation digitale, de la RA, de la RV, de l'innovation, même au sens large, vous intéressent, sachez que nous, on travaille sur une série de workshops, donc d'ateliers et puis de webinaires que je vous invite à suivre via nos réseaux sociaux et notre site. Merci. Merci, Jean-Guillaume. Alors, je vais répondre à une question qui m'a été posée il y a très peu de temps et c'est des choses que j'entends assez fréquemment. C'est quel devrait être mon premier projet technologique à mener si je veux gagner en performance. C'est une réponse qui est assez vaste, assez difficile, souvent liée au contexte de l'entreprise et au marché de l'entreprise. Moi, mon premier conseil, c'est de travailler d'abord sur l'organisationnel. Je vais vous donner, pour se faire le cas d'exemple d'une entreprise qui est une menuiserie, avec un marché qui se porte pas mal et un carnet de commandes aussi, et qui était globalement satisfaite, mais qui voulait encore croître. Et donc, elle est venue nous voir pour qu'on travaille sur sa chaîne de valeur, et on s'est rendu compte qu'à un des postes, on était peu performant. Pourtant, l'opérateur, il était chargé à 100%, il courait dans tous les sens, il avait même du mal à suivre la machine qui s'arrêtait. Et quand on a vraiment creusé et analysé tous ces temps à valeur et ces temps à non-valeur, on s'est rendu compte que l'opérateur, entre guillemets, travaillait pour l'entreprise à amener de la valeur au produit moins d'1 mois par an. Tout le reste du temps, c'était de la perte. Et ce, parce que le poste était mal organisé, qu'il avait beaucoup de déplacements, qu'il cherchait ses outils. Toutes ces causes-là lui faisaient perdre de la performance, donc ralentissaient le flux de produit. Donc, en réorganisant le poste, en redéfinissant ses tâches, ses opérations, on a permis à l'entreprise très facilement, à ISO-coût, je vais dire matériel, de passer d'une performance qui était aux alentours de 10% à une performance qui était aux alentours de 40%. Donc, ça veut dire passer de 10 à 40%, c'est votre opérateur, 4 mois de l'année, il amène de la valeur au produit et le reste, c'est de la perte. On n'est encore pas à 100% de performance, ce qui est très, très dur. Mais déjà, rien qu'en travaillant sur l'organisationnel, vous allez pouvoir passer facilement d'une performance, je vais dire, de 20% à 50%.
sans pour autant rentrer dans un projet d'investissement technologique. Nicolas, tu as une question qui est arrivée Oui. de Jean-Luc Gressier. Un investissement faible. Quid des temps et coûts associés, des gains forts, quelques chiffres, alignement entre attendus, résultats obtenus. Donc, quand je parle d'investissement faible, temps associé, de gains forts, de quelques chiffres. Investissement faible, c'est qu'on est ISO-coût, c'est du temps de personne, ou alors c'est du petit matériel, c'est quelques centaines d'euros pour faire une adaptation de poste. On est vraiment sur des choses qui peuvent se décider, je veux dire, dans une entreprise dans la journée. Et c'est du temps de projet qui peut aller aussi très vite. Si par exemple vous voulez mener un 5S sur un poste de travail, c'est une opération, vous pouvez commencer le matin et finir le soir. Vous avez de l'investissement personne, et c'est quasiment tout. Peut-être quelques supports et autres, mais ça reste très anodin. Par contre, vous allez gagner du temps tous les jours après. Quand je parle d'investissement fort, c'est que vous allez mener un projet logiciel, un projet technologique avec une nouvelle machine, avec de la robotisation, avec de la réalité augmentée. Et c'est des projets souvent qui vont vous demander aussi beaucoup de temps en gestion de projet, en organisation, en recueil des données, en construction de cahier des charges. Donc, c'est vraiment toutes ces choses-là qu'il faut bien prendre en compte quand on bâtit un plan directeur. Et puis, c'est l'organisation des actions les unes derrière les autres. On ne va pas mettre en place un nouvel ERP et réorganiser tout derrière. C'est un petit peu dommage. On va travailler sur la réorganisation, ce qui va permettre de construire le cahier des charges ERP au mieux par rapport aux besoins de l'entreprise. Et une fois le projet ERP fait, on a un outil pour déployer des projets de performance, aller chercher la performance. Après, l'alignement entre les résultats obtenus et les objectifs, ben ça, c'est à vérifier à chaque fois. Des fois, on est en dessous, des fois, on est au-dessus. Mais si on est en dessous, c'est de quelques pourcents. Si on a un gain prévisionnel à 40%, on ne va pas se retrouver avec un gain final à 10%, parce qu'on aura validé l'orientation du projet par des pilotes, par des essais, pour permettre de garantir la performance finale. On ne se lance pas sur des projets à investissement lourd ou conséquent sans valider les choses d'avant. Ça permet aussi de participer au management du changement en intégrant les équipes et ça permet vraiment d'emmener toute l'entreprise ensemble. Alors, je voudrais juste donner deux informations complémentaires. La première, c'est que la région Pays de la Loire propose des aides financières pour les entreprises qui veulent réaliser des investissements liés à un projet de transformation digitale. La deuxième, c'est que en ce moment, c'est-à-dire du 22 au 24 avril, se tient le Laval virtuel, en mode virtuel, et qu'une conférence se tiendra demain, conférence consacrée à l'industrie du futur. Voilà, le lien et les informations ont été transmis via le chat. Voilà. Très bien. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé des aides régionales, mais il y a plusieurs types d'aides pour aborder ces projets qui nécessitent investissement logiciel, investissement matériel, qui nécessitent conseil pour optimiser vos flux physiques. Donc, renseignez-vous auprès de vos conseillers régionaux. Oui, alors je suis à votre disposition aussi si vous souhaitez être mis en relation. Très bien. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de clore ce webinaire?
Non. Quelqu'un a le mot de la fin? Vu qu'il n'y a pas de nouvelles questions, je vais vous proposer de fermer ce webinaire. Je vous remercie tous de votre présence. N'hésitez pas, si vous avez des questions plus spécifiques, à nous contacter. On sera là pour y répondre et pour vous orienter, si besoin, vers des acteurs qui pourraient vous accompagner. Merci à tous et très bonne journée. Bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.